Donc, puisque vous voulez absolument entendre parler d'autre chose que d'argile, moi je veux bien vous parler un peu de monnaie. C'est un peu improvisé. Donc, ce que je vous propose, c'est de vous montrer très rapidement l'impact du contact avec les Grecs sur l'évolution des étalons de valeur dans le monde celtique. Parce que finalement, c'est un sujet qui est assez crucial pour comprendre en fait comment la monnaie pénètre en Gaule et quand, et etc. Donc il y a pas mal de gens qui travaillent en ce moment là-dessus. D'ailleurs, Silvia Nieto soutient son habilitation la semaine prochaine sur les limitations de Philippe II de Macédoine. Comme vous voyez, c'est un sujet qui est extrêmement à la mode. Alors, ce que l'on constate d'abord, c'est que des monnaies grecques ont circulé en Gaule dès le IIIe siècle avant Jésus-Christ. Oh, pas beaucoup, hein. Je dois avoir sur cette carte l'essentiel des points où on a trouvé des stataires de Philippe originaux. Parce que là, le problème, évidemment, ce n'est pas les contrefaçons, c'est les originaux. Donc, ceux-là sont validés par les spécialistes des stataires de Philippe, le Rider, etc., qui ont validé ces différents éléments. Donc, le stataire de Philippe, vous l'avez ici à gauche, c'est donc une tête d'Apollon laurée et un Apollon qui tire le char solaire de l'autre côté, avec ici un certain nombre de différents. Là, c'est le buste avec les lettres AP. Et en dessous, vous avez la légende Philippoi en grec, bien sûr. Donc ça, ce sont les monnaies qui circulent, qui ont circulé, qu'on a découvert, et c'est les stataires de Philippe qu'on a découvert en Gaule. Donc ils ont en effet circulé ici. Alors, ce n'est pas le seul prototype qui a été utilisé en Gaule. Voici les principaux aires de diffusion des prototypes les plus importants sur la zone celtique. Comme vous voyez, en toute la Gaule septentrionale, ce sont surtout des imitations de Philippe II de Macédoine. Ensuite, vous avez en revanche dans les Balkans et dans l'Europe centrale, ce sont plutôt des tétradrachmes en argent de Philippe III ou d'Alexandre, ou même d'Alexandre en or. Les monnaies de Tarente sont imitées en Gaule-Belgique essentiellement. Et autrement, vous avez évidemment tout le sud-ouest qui, lui, est plutôt influencé par les monnaies des colonies grecques d'Espagne, Rhodes et Emporion. Évidemment, Marseille a son aire de diffusion et d'imitation dans le sud de la Gaule et une partie de l'Italie du Nord avec les drachmes padanes. Donc, vous voyez, ça c'est très grossi, bien sûr, parce que c'est pas aussi net que ça en a l'air, parce que un prototype, c'est une image de référence, et ensuite, les monnayeurs, très vite, se sont libérés de ces carcans. Alors, premier cas, les stataires de Philippe II de Macédoine. C'est un phénomène qui a fait couler beaucoup d'encre, parce que, justement, la difficulté, c'était de savoir comment ils avaient pénétré en Gaule. Alors, on a beaucoup parlé des mercenaires, mais enfin, rien dans l'archéologie ne montre un retour conséquent, je dirais, de mercenaires rentrant après les différentes conquêtes macédoniennes et autres, rentrant au pays avec des tonnes d'or. Bon, je pense que ça laisserait plus de traces que ce qu'on laisse pour l'instant. En revanche, ils ont sûrement joué un rôle dans cette notion d'avoir de la monnaie, au moins pour des usages cérémoniels et, je dirais, de magnificence des chefs. C'est-à-dire qu'il y a dû avoir une période de transition pendant laquelle c'était bien vu de pouvoir payer un certain nombre de services comme une garde prétorienne ou des choses de ce genre avec de la monnaie. Je pense que c'est une des premières choses qui a pu justifier cette apparition de la monnaie en Gaule. Parce que ce que l'on constate, d'une part, c'est que les différents stataires dont je vous ai montré une répartition assez aléatoire sur l'ensemble de la Gaule, en fait, correspondent à des endroits où on a trouvé des imitations de ces Philippes, quelquefois extrêmement fidèles, mais portant encore ce qu'on appelle les différents monétaires que vous avez en haut à gauche pour ceux de Philippe. Donc on les retrouve sur les premières imitations gauloises, et comme par hasard, vous avez une espèce de petit noyau, comme si le graveur avait eu en main un stataire et qu'il l'avait copié très fidèlement.
Ce qui nous permet de dire d'ailleurs que contrairement à ce que l'on voit quelquefois dans les écrits, les Gaulois, enfin les Celtes en général, et les Gaulois en particulier, étaient d'excellents graveurs et n'avaient aucune leçon à recevoir des Grecs. Quand ils voulaient les imiter, ils les imitaient à la perfection. Et donc, s'ils ont dérivé vers un certain non réaliste, je dirais presque un certain impressionnisme, quand ce n'est pas un certain cubisme, c'est par goût plus que par incapacité de faire comme les Grecs. Donc, là, sur cette carte, vous avez donc plusieurs choses. Vous avez, d'une part, les différents, excusez-moi, qu'on trouve sur les stataires de Philippe, et d'autre part, cette zone de la Gaule belgique, où ce sont plutôt, en effet, des monnaies tarantes qui sont imitées, Tarente ou Syracuse, hein, c'est quelquefois difficile de savoir si c'est l'un ou l'autre. Et cela s'explique parce qu'il faut, là en revanche, on sait parfaitement qu'il y avait des liens très étroits entre cette région et la Gaule, puisque les Gaulois ont fourni un certain nombre de mercenaires aux tyrans de Syracuse, entre autres, et ce qui explique évidemment, éventuellement, l'influence qu'ils ont pu avoir sur ce monnayage. Premier exemple de, je dirais, pas de contrefaçon, mais d'imitation quand même extrêmement fidèle encore du statère de Philippe. Ça, c'est le type qu'on appelle de Pons-Sainte-Anne, qu'on date à la fin du IIIe, début du second. Il ne faut pas oublier que les statères de Philippe ont continué à être émis après sa mort. Donc, une chose est sûre, c'est que les imitations ne peuvent pas être antérieures à la frappe des monnaies originales. Ça ne se fait pas en général. Alors, vous voyez, là, vous voyez que vous avez le trident, que l'on retrouve en effet sur certains, qui est le caractéristique de certains ateliers macédoniens, et que la légende philippoi se lie encore à peu près, hein, mais que déjà, on s'est un peu éloigné de la stylistique grecque dans le traitement du visage, dans le traitement des jambes des chevaux, du visage, de l'orige, etc. Deuxième exemple, alors là, ça commence déjà à aller beaucoup moins bien, n'est-ce pas? Enfin, du moins pour ce qui est de la fidélité avec le modèle. Ça, vous avez donc vous avez encore la tête lorée d'Apollon, c'est le type qu'on appelle à l'auge avec une espèce de balafre sur la joue, qui est en fait une... On ne sait pas très bien si c'est une cassure de coin qu'ils ont redécorée avec une petite fleur au bout, mais en fait c'est comme ça que ça c'est quand le coin est complet, c'est ce qui se passe. Et de l'autre côté, vous voyez que le cheval, il y a encore 2 chevaux, mais qu'il est devenu beaucoup plus désarticulé, que toutes les articulations sont bouletées, et la légende Philippou en dessous commence à prendre un petit peu de vague à l'âme, mais ça commence à devenir des symboles plutôt géométriques qu'autre chose. Le char est représenté par une simple roue sous la queue du cheval ici, et l'orige, vous voyez, commence à prendre une envolée, je dirais presque au-dessus du cheval, qui n'est pas loin justement de la victoire que l'on trouve sur les monnaies de Syracuse, d'où de temps en temps justement une espèce de confusion entre les prototypes, où on voit que les Gaulois aménagent peu à peu ce type à leurs propres besoins, et aussi à une nécessité de se diversifier, puisqu'il semblerait que cela corresponde aussi à des pouvoirs émetteurs différents. Alors, qu'est-ce que la monnaie? Parce qu'au fond, c'est aussi ça l'important, à quoi ça sert. Pourquoi faire des monnaies dans un pays qui n'en a jamais fait? La Gaule, jusqu'au IIIe siècle, n'avait pas du tout utilisé la monnaie. Ça ne les a pas empêchés d'avoir une économie prospère et des échanges fructueux, etc. Au IIe siècle, on voit apparaître la monnaie, et ça va s'amplifier très très vite, parce que contrairement à ce qu'on a cru jusqu'à pas très longtemps, en fait, dans certaines zones, on a des zones où il y a une réelle économie monétaire dès le milieu du IIe siècle avant Jésus-Christ. Donc les choses vont aller très vite. Ces premières émissions dont je viens de vous parler, à mon avis, c'est des émissions avec des volumes d'émissions extrêmement faibles. Donc, puis de toute façon, ce sont des monnaies qui font 8,60 grammes d'or.
vous n'allez pas aller acheter du pain avec ça. Enfin, de même, on puisse acheter du pain à cette époque-là. Mais ce que je veux dire, ça ne peut être que de très gros achats. Ce sont les dots des femmes, c'est l'armure du jeune guerrier, c'est des largesses de prince à une occasion ou une autre, mais ça ne peut pas être grand-chose d'autre. Éventuellement, c'est des protections ou des rançons. En fait, voilà, la motivation principale de la création de la monnaie, ne l'oublions pas, c'est les impôts. Hein. Tous les pays du monde, c'est à ça que ça sert. D'abord, c'est de collecter les taxes, sous toutes les formes que l'on veut. Donc, à partir du moment où le commerce commence à se densifier en Gaule, eh bien, la première chose que l'on fait, c'est de mettre des barrières de péage qui permettent de récupérer de l'argent. Et quand les gens ne veulent pas payer, ils sont attaqués, et à ce moment-là, ils sont rançonnés, donc ça revient au même, donc finalement, ils finissent par payer. Donc, c'est un peu comme ça que ça se passe, et c'est pour ça que pour les numismates gaulois, l'avantage, c'est que les premières séries que l'on voit apparaître sont limitées à des territoires que l'on imagine être les fameux territoires de cité, mais ils sont de toute façon limités à un certain territoire sur lequel les autres monnaies ne pénètrent pas. Si bien que sur un territoire donné, vous allez avoir un seul type monétaire, ce qui nous permet de les attribuer à un peuple ou à un autre, enfin du moins à un territoire ou à un autre. Après, ça explose parce qu'évidemment, ça pose d'autres problèmes. C'est tout le problème de la notion d'économie fermée, où vous interdisez les monnaies de qui que ce soit. Avec les économies ouvertes, vous acceptez les monnaies qui viennent de partout. Donc ça, c'est toute une structuration de l'économie qui se fait à une certaine vitesse. Donc tout ça, ça correspond à des fonctions différentes de la monnaie, fonctions sociales qui sont les plus faciles pour expliquer les premières monnaies, c'est-à-dire structuration de groupes à travers des rituels et des prélèvements, prestige, pouvoir, propagande, expression culturelle. Ensuite, vous avez évidemment ces fonctions économiques, en sachant que le commerce à longue distance, les caravanes, elles arrivent pleines, il faut qu'elles repartent pleines, sinon c'est pas intéressant. Donc on ne paye pas les marchands, on échange des choses avec eux. Alors éventuellement, vous pouvez avoir un échange différé avec une intervention de la monnaie sur un court espace, mais vous n'allez pas payer un marchand grec avec de la monnaie frappée dans le nord de la Gaule. Ça ne marche pas comme ça. Donc, et de même, le commerce de détail et de proximité, il faut déjà des petites divisions pour que ce soit intéressant. Donc, ce n'est pas avec des très grosses divisions qu'on va le faire. En revanche, le transfert de richesse par les impôts, les taxes, les péages, les problèmes de protection et de clientélisme, les bénéfices de frappe et de change sont des choses qui se mettent en place très vite. Hein. Le stockage des richesses aussi, bien sûr. Le petit magot qu'on emmène avec soi, c'est quand même plus commode que d'être obligé de déménager sa maison à chaque fois qu'il y a une querelle au bout de la rue. Les fonctions religieuses, bien sûr. Donc là, on voit apparaître la monnaie assez rapidement dans les rites, les représentations mythiques, les offrandes, etc. Donc, premier constat, c'est que le rapport de la monnaie à la monnaie est différent sur les régions. Les pouvoirs émetteurs sont variés. Ils ont coexisté dans le temps. Et les systèmes monétaires adoptés ne présentent pas la même complexité dans toutes les régions. Et les mécanismes d'émission et de diffusion des séries monétaires ne sont pas identiques dans le temps et l'espace en fonction de plusieurs choses, qui sont d'abord la structure sociopolitique de la région, du territoire contrôlé par l'autorité émettrice et de ses liens avec le monde méditerranéen, bien sûr. Alors, les grandes régions monétaires, c'est celles que je vous ai montrées tout à l'heure. Et tout ça, c'est évidemment sous-tendu par des codes typologiques et culturels qui montrent à la fois une forte imprégnation de l'influence de la monnaie grecque sur la typologie des monnaies, mais aussi un héritage qui est exploité différemment au droit et au revers, avec une volonté de conserver assez longtemps l'effigie tête ou buste du grec au droit, alors qu'au revers, l'image se complexifie très vite et ne se cale pas d'une manière aussi rigoureuse sur les prototypes. Comme si ils considéraient qu'en fait, ils pouvaient faire ce qu'ils voulaient. Alors, l'image monétaire, ça fonctionne par un mécanisme d'opposition, les premiers plans et les seconds plans, le haut, le bas, le grand et le petit, mais aussi l'endroit à l'envers. Ça tourne une monnaie, hein, c'est un objet circulaire, donc ça peut se lire quelquefois à l'envers, surtout quand on est
un celte qui est plus intéressé par les formes géométriques que par une réelle figure réaliste. Et les connotations premières découlent de l'ensemble de l'image qui renvoie d'une part au prototype, mais qui aussi, par une analyse fine de l'image, le vocabulaire stylistique, renvoie à autre chose qui sont en effet les particularités culturelles des Celtes et de l'art celtique. Alors, tout ça, ça s'intègre en effet dans un processus qui est déjà bien en place quand ça arrive en Gaule, en particulier la notion de portrait qui arrive avec le monde hellénistique. Vous avez le portrait hellénistique du roi. Ici, vous avez Alexandre, qui lui est habituellement représenté de profil, dans une pose héroïque à l'avers, avec son nom gravé et des symboles variés de son pouvoir et de son état au revers. On peut considérer qu'on retrouve cette tradition des portraits hellénistiques dans le Stataire de Vercingétorix, par exemple, où on a en effet le nom du chef qui est au droit de la monnaie, un profil assez réaliste, et qui évolue dans le temps, parce qu'on n'a pas énormément de monnaie de Vercingétorix, mais on l'a une fois avec une moustache, une fois sans, une fois plus jeune, une fois plus vieux, donc on peut penser qu'il y a quand même une volonté de faire un portrait, même si, voilà. Au revers, et c'est une des rares monnaies, c'est pour ça que je l'ai mis, où on a une amphore, je crois que c'est même la seule de tout le monde celtique où on a une amphore sous le cheval. Alors les codes épigraphiques, typologiques et culturels, alors vous avez tous feuilleté au moins une fois le Jacob Staël. Les codes que l'on retrouve, le vocabulaire iconographique des monnaies, sont les mêmes que pour l'ensemble de l'art celtique. C'est-à-dire ce sont des S affrontés, accolés, en opposition, croisés, etc. Et toute une série de symboles que l'on retrouve sur les fourreaux d'épée, etc. et qui sont l'armature de l'ensemble de la chevelure des portraits en particulier. Donc je vous ai montré un ou deux exemples. Là, vous avez des monnaies des parisis qui sont particulièrement intéressantes de ce point de vue-là, puisque, comme vous voyez, le cheval a un petit peu évolué. Là, je vous donne la tête, histoire de vous donner quelques... La tête est ici. Vous avez la croupe là, avec une espèce de houppette au-dessus de la queue qui se trouve ici. Et les jambes sont divisées en deux. Et en revanche, à l'avant, pour donner une notion de rythme, vous avez une seule jambe avec deux avant-jambes pour montrer le dynamisme de la course. Et là, vous avez la crinière qui est perlée. Et vous avez ce symbole, alors, soit de Pégase, parce qu'on dit que ce serait un cheval ailé, soit de filet, puisque les parisis sont des nautes, donc c'est peut-être tout simplement un filet, mais là aussi, qui est motif, je dirais, à composition géométrique et décorative, qui est un petit peu loin là, du monde grec, dont s'inspire pourtant directement cette monnaie. Au droit, on reconnaît quand même un visage, hein, avec, bon, alors évidemment, la couronne d'Apollon a un peu disparu, mais enfin, on reconnaît encore bien l'œil, avec quelquefois des détails extrêmement précis. Le nez, les jeux d'S et de volutes à tous les niveaux, de hachures, comme on trouve, je vous le disais, dans le monde celtique. Quelques autres exemples du même genre pour aller un petit peu plus loin dans ce besoin de se séparer des modèles grecs tout en les conservant. Là, vous avez encore une tête d'Apollon, hein, je vous précise, mais comme vous ne l'auriez pas reconnu. Là, vous avez ici la couronne laurée qui est schématisée ici. Vous avez une espèce de hampe dans la chevelure. Là, c'est l'avant du visage, un peu là, le menton doit être par là, et voilà, l'œil est à peu près par là, enfin, on n'en voit plus grand-chose. Les trois quarts de l'image sont pris par la chevelure, qui est donc un élément important. Là, on a encore un cheval. Là, on a encore un cheval. Vous reconnaissez la roue du char qui est là. Les deux jambes avant du cheval ici, ça, c'est le début des jambes arrière du cheval. Le corps ici et la tête là, avec l'œil ici, et je suis sûre que vous l'avez reconnu, l'oreille qui est là. Et au-dessus, c'est ce qui reste de l'orige. Bon, ne me demandez pas de le détailler trop longuement parce que j'aurais peut-être du mal. Celle-ci, qui est une monnaie carnute, alors là, c'était une monnaie des Zambiens, c'est donc les Belges.
Là, les monnaies des Carnutes, vous avez un reste du buste que l'on trouve sur les monnaies de Philippe, qui est devenu cette espèce de lyre à l'envers. Ici, vous avez sans doute un sceptre ou un foudre, je ne sais pas très bien. Là, vous avez encore 2 chevaux. L'orige est ici, la roue est là. Et au revers, vous reconnaissez quand même, il y a un visage qui est à peu près normal. L'oreille est là, et là vous avez la couronne de laurier qui est symbolisée ici. Le saltère uniface des Belges à nouveau, donc là tout simplement il n'y a quasiment plus rien de l'autre côté, mais le cheval est toujours par là, donc vous reconnaissez le corps est là avec les jambes ici. Là vous avez les Olerques Burovis, c'est la zone de Normandie, avec ce quadricelle qui arrive à la racine du cou. Hein. L'œil est là, le nez ici, la bouche perlée ici. Et là, vous avez quand même encore une couronne de laurier. Et vous voyez que toute la chevelure qui est à l'arrière est prétexte à des volutes diverses et des S diverses. Et au revers, vous avez ici la tête du cheval, le corps de l'animal. Et dessous, vous avez un animal avec une grande oreille. Je ne sais pas ce que c'est, peut-être un sanglier. Et puis l'orige est au-dessus. Autre exemple, là, plus ça va, plus on s'éloigne des prototypes et plus évidemment le dessin prend des libertés avec l'original. Et là, vous avez les monnaies des Belovac avec ce qu'on appelle les monnaies à l'astre. Vous avez un petit cheval ici. Et puis au revers, vous avez surtout un œil absolument énorme qui prend toute la place et qui est le reste de ce qu'on peut avoir dans le genre. Et puis les élusates pour prendre l'Aquitaine à un autre bout, là c'est des monnaies en argent. Et là vous avez un Pégase, hein, avec la tête du cheval est là. Le corps est formé de 2 boules avec un espèce de trait d'union entre les deux, 4 jambes perchées, un carré au milieu, et puis une grande queue à l'arrière. Et là, vous avez quelque chose qui est une variation autour du visage humain et de l'œil qu'on avait dans les autres précédemment. Bon. Donc, d'autres monnaies ont aussi influencé les Grecs, comme les monnaies d'Emporion. Ici, vous avez donc le prototype ici, que j'ai emprunté à CGB, qui ont des belles images en général. Et là, vous avez les contrefaçons, je dirais, que l'on trouve en Gaule, avec des choses qui sont encore assez proches de l'original, mais avec quand même une qualité graphique moins grande. Les imitations de Rodé, comptoir d'Espagne, qui avait dans son image la rose de Rhodes simplifiée. Donc ici, c'est l'original, et là, vous avez 3 imitations de séries que l'on trouve en Gaule. Alors, monnaie que l'on a voulu placer au 1er siècle avant Jésus-Christ et qui, qu'on le veuille ou non, remonte quand même maintenant au 3e. Donc, ça veut dire que vous avez des monnaies de Rhodes qui circulent des imitations de Rhodes qui circulent en Gaule au moins à la fin du 3e siècle. La dragmolion de Marseille, dont vous avez ici la monnaie grecque, et en dessous un certain nombre d'imitations du sud de la Gaule. Le bol de Marseille, alors là, qui a été utilisé, réutilisé et contrefait tellement qu'on est incapable de distinguer d'ailleurs les originaux des monnaies, parce que d'abord c'est tellement petit que c'est hyper difficile, et qu'en général elles sont à 3 quarts effacées, donc, mais qui circulent quasiment sur tous les sites, et ça fait partie des premières monnaies que l'on trouve sur l'ensemble des sites, quand on les trouve, parce qu'en général les fouilleurs ne les voient pas. Hein, c'est tellement petit qu'à moins d'avoir un détecteur, ou avoir beaucoup de chance, elle passe dans la benne. À l'origine de ces monnaies à la croix, vous avez ce bol de Marseille, vous avez évidemment toutes les séries des drachmes à la croix de la Narbonnaise et de l'Aquitaine en général, avec un nombre de types de plus en plus fournis. Je crois que Enetco doit être rendu à 52 types différents pour les monnaies
monnaie à la croix, et le CMC sera, je pense, dans vos bibliothèques, je n'en doute pas, dès le mois de juin prochain. Il est en cours d'édition et ça ne devrait plus tarder. Donc le petit bronze de Marseille, j'ai pris celui-là pour montrer qu'ils ne sont pas toujours très très beaux, hein, quand même à Marseille. Donc, qui est à l'origine de ces potins légendes Emma, qui curieusement se trouve en premier dans la région d'Île-de-France avant de se retrouver dans le sud. Je n'ai jamais bien compris pourquoi, mais on les trouve dans des contextes l'Athènes C2, dans la région parisienne, et un peu plus tard autour de Marseille. Voilà, des exemples aussi de ces monnaies qui voyagent, en particulier avec la présence des monnaies celtibères sur le limès, apportées visiblement par les légionnaires, et qui montrent aussi comment ces monnaies circulent et sont utilisées probablement par les légionnaires à des fins annexes, parce que ce n'est pas pour acheter des choses, je suppose, dans le Grand Nord qu'ils emmenaient des monnaies, mais probablement s'en servaient-ils pour les jeux, pour des choses comme ça. Mais bon, on connaît toute une série de monnaies celtibères dans les différents endroits où se sont déplacés, en particulier la Légion Augusta, qui était en Espagne et qui s'est retrouvée en Germanie. Un exemple, d'ailleurs, de ces imitations de monnaie ibère dans le monde celtique. Vous avez en haut un denier ibère et en dessous un bronze ambien à la légende d'Imonio, qui le copie d'une manière tellement précise que même les légendes en ibère sont recopiées. Voici d'ailleurs comment elles dérivent, puisque là vous avez toujours la légende d'Imonio, mais c'est là la classe suivante. Dernier point, le denier de Calétédou, qui, aux alentours de 145, est à l'origine de l'ensemble des monnaies du centre-est et des deniers gaulois. Alors longtemps, cette monnaie est typique des problèmes de chronologie qu'on peut avoir avec les monnaies. Comme on n'a pas de datation sur ces pièces, il est toujours extrêmement difficile de les dater avec précision. Et comme ces monnaies portent le nom de Sulla, Colbert de Beaulieu voulait absolument qu'elle soit après moins 80, puisqu'il partait du principe que le prototype avait été utilisé par les Gaulois sous la dictature de Sulla et à cause de Sulla. Il n'y a aucune raison pour s'en tenir à cela, parce qu'en fait, il s'est passé pas mal de choses dans les années 150, dont les traités d'alliance entre Rome et les peuples gaulois du centre-est, et qui sont rapportés par un certain nombre de chroniques qui sont écrites avant 138, et puis tout un certain nombre de trésors et de contextes archéologiques qui nous montrent en effet la présence de ces monnaies avant moins 80. Mais cette monnaie a une importance considérable parce qu'il y a toute une série de sites qui avaient été datés en fonction de cette monnaie en Gaule et qui se sont retrouvés avec des datations très basses, et on a mis 20 ans à s'en remettre. Donc là, on en est à peu près sorti, mais aussi bien pour les numismates d'ailleurs que pour les archéologues. Je dirais que presque, c'est tout juste s'ils ne nous en ont pas voulu. Mais c'est vrai que ça a faussé les chronologies gauloises pendant un certain temps, cette histoire. Bon, donc, ça je passe. Donc voilà, pour vous reprendre un petit peu en synthétisant, donc vous avez le stataire de Tarente, le stataire de Philippe qui est plutôt imité avec, vous voyez, ces dérives dans le nord, je dirais tout l'ensemble de la Gaule septentrionale. Les stataires d'Alexandre qui sont plutôt imités je dirais plutôt du côté Balkans. Et les Alexandre III qu'on retrouve en effet plutôt du côté de la Bulgarie et partout par là. Et puis les copies de monnaie de Rome que l'on trouve là un peu partout. Et celle de Thasos qu'on retrouve sur certaines pièces, plutôt la Macédoine, la Macédoine maintenant. Voilà. Donc des pouvoirs émetteurs différents derrière toutes ces pièces, qui expliquent aussi une grande variété, une volonté de se distinguer, avec des pouvoirs qui peuvent être politiques, militaires, religieux, éventuellement socio-économiques. Et bien peu à peu, nous arrivons à distinguer les différentes sphères dans lesquelles ces monnayeurs
peuvent avoir eu besoin d'émettre, ce ne sont pas les mêmes qui émettent des monnaies d'or, qui émettent des monnaies d'argent, qui émettent des bronzes, encore moins ceux qui émettent des potins. Et chacun, je dirais, a sa sphère d'influence dans laquelle il émet des monnaies. C'est un système qu'il faut rapprocher de ce qu'on connaît pour l'époque médiévale et donc que l'on retrouve un peu partout. Mais comme vous voyez, l'importance, c'est surtout de bien voir que ces monnaies, c'est une pratique qui est une pratique grecque qui est introduite en Gaule et peu à peu assimilée. Voilà. Moi, c'est un peu les mêmes. Voilà. Alors ça, c'était les monnaies armoricaines que je ne vous avais pas encore montrées. Voilà, donc quelques exemples rapides.